Salut les amis, salut à tous, salut à tous les abonnés d'Éguste Tutoriel. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec notre premier chapitre qui est l'analyse combinatoire. Là, nous sommes dans l'analyse maths. Nous commençons d'abord par l'analyse maths comme c'était prévu et on continue de la sorte. Nous avons l'analyse combinatoire. Alors, dans l'analyse combinatoire aujourd'hui, je crois vous connaissez très bien votre formateur, c'est le formateur Gustave Siani, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, pour aujourd'hui, nous commençons par l'analyse combinatoire. Et là, nous avons le rappel sur les applications. Donc, en réalité, c'est un chapitre qui a été donné dans des classes basses et on va faire quand même de rappels pour ceux qui ont oublié en fait. Ce sont des rappels, des séances de rattrapage. Alors, on nous dit un ensemble E et un ensemble F. Donc, E c'est un ensemble, F c'est un ensemble. Alors, ici nous parlons de l'application. Quand est-ce que E et F, la relation E et F est appelée application? En réalité, il faut comprendre pourquoi cette relation est une application. Et l'application d'abord c'est quoi? On nous dit soit F, une relation définie par F comme petit f, une relation définie par et en relation avec grand F. F comme application, F comme ensemble et comme ensemble. Alors on dit si est une application ou relation. Une application ou une relation. Donc vous allez voir que l'ensemble est en relation avec le grand F. Alors ceci c'est une application. Mathématiquement on peut écrire ceci. Ceci est une application si et seulement si. Si et seulement si. C'est pour toute x qui appartient dans E, aussi y qui appartient dans F, donc vous avez x qui appartient dans l'ensemble des départs et y qui appartient dans l'ensemble d'arrivée, tel que la relation xy appartient, donc la relation XY appartient bien sûr dans cette application F. Donc cette relation ici est une application. Est une application. Alors ici on peut lire ensemble pour toute X. La relation EF est une application si et seulement si pour toute X qui appartient dans E, Y qui appartient dans F. Cette relation ici, XY appartient dans F, F comme application. Alors, nous allons partir par la classification des applications parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs applications. Donc, je prends le point 1.1, classification des applications. Classification des applications. Donc je crois je parle un peu plus, mais je vais écrire moins. Donc il faut très bien me suivre pour comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. Alors nous avons le point A, application constante. Application constante. Voilà. Quand est-ce qu'une application est dite constante? Alors ici on nous dit cette application, une application est dite constante si tous les éléments sont en relation avec seul élément dans l'ensemble d'arrivée. Cette application constante est dite bien sûr constante si tous les éléments de l'ensemble des départs, je peux dire comme ça, tous les éléments de l'ensemble des départs sont en relation avec un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. Les éléments de l'ensemble des départs sont appelés les images. Et les éléments de l'ensemble des départs d'arrivée sont appelés des antécédents. Donc c'est comme ça que nous allons les appeler. Et ça s'appelle comme ça. Alors, je prends un exemple. Je prends un exemple pour une application constante. Nous avons un ensemble qui est l'ensemble E. Nous avons un autre ensemble qui est l'ensemble F. Et l'ensemble E a pour élément A, B, C, D.
L'ensemble F a pour élément X, Y, Z. Je peux prendre T aussi. Alors, quelle est la condition pour que cette application soit constante? Par définition, on nous a dit l'application est constante lorsque tous les éléments, toutes les images, tous les éléments de l'ensemble des départs ont un seul antécédent. Voilà. Ici, j'ai les éléments de l'ensemble des départs. Tous ces ensembles, tous ces éléments ici sont en relation, par exemple, avec un seul. Un seul, j'ai choisi Z, par exemple. A est en relation avec Z, B est en relation avec Z, C est en relation avec Z, D est en relation avec Z. Ce type d'application est appelé l'application constante. Là, je crois, on se comprend très bien. Nous avons une application constante. Alors, le point B, nous avons l'application identique. B, application identique. L'application identique ou d'identité. On l'appelle aussi l'application d'identité. Donc, l'application identique. Quand est-ce qu'une application est dite identique? On nous dit une application est dite identique si chaque élément est en relation avec lui-même, autrement appelé bouclé. L'application est dite identique si chaque élément, nous sommes dans un seul ensemble. L'ensemble est là, je prends cet ensemble ici, je l'appelle par exemple l'ensemble E ou l'ensemble K, je ne sais pas. Enlevons le E, mettons l'ensemble K par exemple. Alors, connaissant cet ensemble, j'ai les éléments qui sont là. Les éléments de cet ensemble, nous avons A, B, C. Alors, l'application est dite identique lorsque cet élément ici est en relation avec lui-même. Donc, je fais ça. Ici aussi. Là aussi. Là aussi, je fais ça. Voilà. Ici, cette application, le A est en relation avec A, C est en relation avec lui-même, B est en relation avec lui-même. Ce type d'application est appelé application identique. L'application identique. Donc, chaque élément est égal à lui-même. C'est ça en fait. Alors, nous avons le point C. Le point C, nous avons l'application injective. Application injective. Quand est-ce qu'une application est dite injective? On nous dit une application est dite injective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Donc nous avons au plus un antécédent. Donc au plus, c'est-à-dire 0 ou 1. On ne peut pas aller au-delà des 2. Donc au-delà de 1. Alors, nous avons l'ensemble des départs. Par exemple, c'est l'ensemble E. Nous avons l'ensemble d'arrivée. Les éléments qui sont dans l'ensemble E des départs, nous avons A, B, C, D par exemple. Et l'ensemble d'arrivée, nous avons X, Y, Z et T par exemple. Les éléments qui sont ici sont appelés des antécédents. Là, ce sont des antécédents. Ici, nous avons les images. Alors, l'élément A. Là, nous avons l'élément A, B, C, D. Et là, voilà. Alors, quand est-ce qu'une application, je répète encore, quand est-ce que cette application est dite injective? On nous dit, cette application est dite injective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Au plus un antécédent. Cela signifie que A peut être en relation avec X, par exemple. A est en relation avec X. Nous avons aussi B qui peut être en relation avec Z.
Ok, je prends aussi C qui peut être en relation avec Y. Voilà, et je garde ceci comme ça. Donc, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Celui-ci a comme antécédent A, un antécédent seulement, c'est OK. Y, un antécédent seulement, OK. Z, un antécédent B qui est là, mais seulement T n'a pas d'antécédent à l'intérieur. Là, c'est 0. Donc, cette application est appelée injective. Nous avons aussi des applications telles que l'application surjective. L'application surjective, je peux venir, venons ensemble avec moi là, au verso. Alors, notre application, là c'est le point D. Application surjective. Alors, une application est dite surjective, on nous dit si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un ou plusieurs antécédents. Donc, je viens ici, vous allez voir, vous allez comprendre des petites différences qui nous ont échappé, par exemple, qui nous ont échappé à l'école de base. Hein, lorsqu'on étudiait, peut-être on n'avait pas ces niveaux-là, mais seulement ici on fait la répétition. Nous avons l'ensemble E qui est l'ensemble de départ. Nous avons aussi l'ensemble F qui est l'ensemble d'arrivée. J'ai toujours le même élément A, B, C, D. Ici nous avons X, Y, Z, T. Je suis là. Voilà. Ici l'application est dite surjective si chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins. L'élément de l'ensemble d'arrivée, ce sont ces éléments ici. A au moins un ou plus ou plusieurs antécédents. Là, ce sont des antécédents, là, ce sont des images. Alors, A est en relation avec, je crée une application surjective. A est en relation avec X, B est en relation avec Y, par exemple. C est en relation avec, je peux remettre C en relation avec Y encore. B peut être en relation avec T. Voilà, comme ça. Si vous regardez cette application ici, vous allez comprendre que, premièrement, chaque élément, chaque antécédent a au moins une image dans l'ensemble d'arrivée. Mais seulement, vous allez voir que ici, l'élément de l'ensemble d'arrivée n'a pas d'antécédent. Donc ici, on nous dit un ou plusieurs, ou valeur supérieure à 1. Voilà, pour que l'application soit surjective. Il faut que l'élément de l'ensemble d'arrivée ait un ou plusieurs antécédents. Vous voyez ici, nous avons un antécédent, c'est OK. Ça respecte la condition. Là, nous avons deux antécédents. Pour Y seul, nous avons deux antécédents. C'est OK. Ici, c'est 0 antécédent. Z n'est pas en relation avec l'autre élément ici, l'antécédent, l'élément de l'ensemble de départ. Vous allez voir que cette condition ne respecte pas, l'application ne respecte pas la condition. C'est-à-dire à ces niveaux ici, l'application n'est pas surjective. Pour que l'application soit surjective, il faut que Z ait une relation avec un élément de l'ensemble de départ. Donc ici, je peux amener ceci jusque là. Et là, notre application est surjective. Comprenez que chaque élément de l'ensemble d'arrivée a au moins, ici nous avons un antécédent, ici nous avons deux antécédents. Vous regardez le flèche ici, Y a l'antécédent B, Y a l'antécédent C, Z et puis B et T. Là, notre application est surjective. À part l'application surjective, nous avons l'application bijective.
l'application bijective. Quand est-ce qu'une application est dite bijective? On dit une application est dite bijective lorsqu'elle est à la fois injective et surjective. Ça, c'est une application qui reprend la surjectivité et l'injectivité. La représentation est là. Et A, B, C, D. De l'autre côté, nous avons F, X, Y, Z, T. L'application bijective, autrement on dit souvent, l'application bijective, c'est une application dont chaque antécédent a une image et une seule. Donc je prends ici, chaque élément est en rapport avec un seul élément de l'ensemble d'arrivée. Donc je peux prendre A est en relation avec Z, B en relation avec X, C en relation avec T et D en relation avec Y. Là nous avons l'application F. Dans la relation en fait. Une application c'est une relation. La même chose je pourrais écrire aussi là. Donc c'est une relation qui lie deux ensembles. Donc en réalité c'est un peu ça, la répétition sur la récapitulation bien sûr sur les applications qu'on a pu avoir à l'école des bases. Alors par récapitulation nous avons dit lorsque il y a une application, lorsque nous avons un ensemble, un ensemble d'éléments. On a dit, nous avons l'ensemble de départ qui a l'élément X, l'ensemble d'arrivée qui a l'élément Y. L'application, on l'a définie comme étant une relation. On dit, lorsque nous avons X, lorsque X est en relation avec Y, voilà, c'est une relation qui lie X et Y. Alors, nous avons appelé X comme étant antécédent, Y comme étant image. Donc, Y est l'image de X, X est l'antécédent de Y. Alors, cette relation peut s'écrire de cette manière parce que nous avons à résoudre des équations, de grandes équations en fait. Alors, pour bien expliquer ceci peut s'expliciter de cette manière. Y égale f de x. Voilà. Donc, y peut s'exprimer en fonction de x. Y est appelé l'image de x. Donc, y est écrit en fonction de x. Ceci, c'est une relation. Ceci, c'est une relation. C'est de cette manière que cette relation peut s'écrire. Lorsqu'on aura des fonctions, des équations, de y en x, et qu'on aura à résoudre tel qu'on a fait la résolution des équations du second degré, il faut comprendre tout simplement c'est quoi l'application bijective, c'est quoi l'application injective, surjective, ainsi de suite. Alors là, nous avons fini notre rappel sur les applications et nous allons passer au cardinal d'un nombre. Et là, nous avons terminé le rappel sur les applications. Maintenant, nous passons au cardinal d'un ensemble. C'est quoi le cardinal d'un ensemble? On nous dit par définition, le cardinal d'un ensemble, on appelle cardinal d'un ensemble les nombres d'éléments d'un ensemble en fait. Donc, c'est les nombres d'éléments d'un ensemble. Et ça se note comme ça. Donc ça c'est le cardinal d'un ensemble. Je prends un exemple. On me demande de trouver le cardinal de l'ensemble E qui contient 1, 2, 3, 4. Et nous avons aussi F qui contient A, B, C. Voilà. Ici, nous avons l'ensemble E et nous avons l'ensemble F. Si on nous demande les cardinals de cet ensemble E ou les cardinals de l'ensemble F, on peut dire tout simplement les cardinals de l'ensemble E égale, ce n'est que le nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de cet ensemble. Donc, les cardinals de l'ensemble E n'est rien d'autre que 4. 1, 2, 3, 4. Le cardinal de cet ensemble égale à 4. Ici, le cardinal de l'ensemble F est égal à combien?
Comptez juste le nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de cet ensemble. 1, 2, 3 égale à 3. Donc là, nous avons un ensemble. Là, nous avons un ensemble. On peut nous demander aussi, parce qu'il faut très bien comprendre, ce sont des petites choses, mais seulement, il faut très bien comprendre pour le maîtriser. Alors, on peut nous demander encore, par un exemple encore, on nous définit un ensemble, on nous dit l'ensemble fini par exemple, des éléments finis. L'ensemble des éléments finis, quand est-ce qu'un ensemble est dit ensemble des éléments finis? L'ensemble est dit, c'est comme les termes le disent, l'ensemble est dit d'éléments finis lorsque la numération de ces éléments est finie. Donc lorsque vous comptez le nombre d'éléments de cet ensemble et vous terminer cette numération. C'est ça en fait l'ensemble d'éléments finis. Quel est l'ensemble d'éléments finis qu'on peut donner? Parce qu'on peut donner un exemple. On peut donner un exemple. On nous dit l'ensemble de lettres d'alphabet par exemple. Hein, le lettres d'alphabet. L'alphabet français. Bon, disons l'alphabet français. Vous allez voir que c'est un ensemble de lettres. Mais lorsque vous comptez A, B, C, D et F jusqu'à Z, vous allez comprendre que l'ensemble, le cardinal de cet ensemble fini est égal à combien? Supposons par exemple les nombres, l'ensemble fini. L'ensemble fini, mettons l'ensemble fini comme étant l'ensemble K. Ensemble fini. L'ensemble fini. L'ensemble fini, K, l'alphabet français. Alphabet français. Alors, K comme étant l'ensemble des lettres de l'alphabet français. Comme cardinal de cet ensemble, je vais écrire cardinal de K sera égal à 26. C'est la même chose. L'ensemble K pourrait être représenté aussi comme A, B, C, D et F. Donc, je peux le faire aussi comme ça. A, B, C, D jusqu'à Z. Là, c'est un ensemble fini. Nous avons aussi des ensembles infinis. Des ensembles infinis. Je prends aussi encore un exemple. Ensemble infini. Je prends l'ensemble infini comme étant H par exemple. C'est un exemple que je prends. H, ensemble infini. Ensemble infini. C'est quoi l'ensemble infini? On nous dit l'ensemble infini. On parle de l'ensemble infini lorsque la numération de cet ensemble ne prend pas fin. Hein? La numération de cet ensemble ne prend pas fin. Je prends par exemple l'ensemble n. L'ensemble n. Si vous prenez l'ensemble n, vous allez voir que l'ensemble n est défini comme ça. Ah, je peux écrire ça comme ça, de moins l'infini à plus infini. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble n. L'ensemble n. Vous allez comprendre, il n'y a pas moyen de faire une numération comme ça. Donc, il n'y a pas moyen de faire une numération. Or, pour calculer les cardinals d'un ensemble, il faut faire une numération exacte. Vous faites la numération et puis vous terminez les nombres, les comptages en fait des nombres d'éléments qui sont dans cet ensemble. Comme ensemble fini, nous avons notre ensemble qui quitte de moins l'infini à plus infini. Pas de cardinal. Alors, à part ces points cardinal d'un ensemble, nous avons aussi un autre point, c'est le point 1,3, les dénombrements. Dénombrements. Les dénombrements. Je crois que vous allez très bien suivre. Vous allez suivre la leçon petit à petit. Téléchargez votre vidéo, allez petit à petit et vous allez résoudre les exercices que nous allons donner. Vous allez comprendre que ce n'est pas assez compliqué. C'est pas assez compliqué. Alors, nous sommes là, les dénombrements. C'est quoi les dénombrements? On me dit, les dénombrements est l'ensemble des démonstrations
qui permet à obtenir le chiffre exact des comptages ou le nombre de possibilités qui sont. Donc ce n'est qu'un ensemble de démonstrations qui permet d'obtenir le chiffre exact d'un comptage ou de nombre. Vous allez comprendre, vous allez voir lorsqu'on va faire des exercices, vous allez voir comment est-ce qu'on va faire ces dénombrements. Alors, dans les dénombrements, je commence par l'arrangement. A. Arrangement. L'arrangement. On nous dit, considérons A et B. Considérons A et B, deux ensembles tels que A c'est un ensemble, B c'est un ensemble. Deux ensembles tels que les cardinales de A égale à P et les cardinales de B égale à N. Nous considérons deux ensembles, l'ensemble A et l'ensemble B. Les cardinales de A donnent une valeur, les cardinales de B donnent une valeur N. Alors, on nous dit, nous sommes dans cet intervalle, 1 doit être inférieur ou égal à P, P inférieur ou égal à N. Donc, vous allez comprendre que si on dit 1 est inférieur ou égal à P, c'est-à-dire, ceci signifie tout simplement que l'ensemble A ne peut pas être un ensemble vide. L'ensemble A doit avoir au moins un élément. Au moins un élément. L'ensemble B doit avoir au moins un élément ou plusieurs. Hein, c'est dans ce sens-là. Un élément ou plusieurs. Donc ici, c'est presque la même chose. J'ai dit 1 doit être inférieur ou égal à P. Donc P peut être égal à 2, P peut être égal à 3, mais seulement P doit être inférieur à N. Il faut comprendre cette relation. Alors, on nous dit, on appelle arrangement les nombres pris P à P, et elle se note A, je suis là, A, l'arrangement de P à N. Donc c'est ça, c'est comme ça que ça se note. L'arrangement P à N. Donc je dis bien, P est les nombres d'éléments de l'ensemble A, N est les nombres d'éléments de l'ensemble B. L'arrangement de ces deux ensembles peut s'écrire A de P à N. Là, c'est l'arrangement. Alors, par sa formule, nous avons A, Pn égale à N factoriel divisé par N moins P factoriel. Ici, on me dit, je répète encore, N, dans cette logique, N doit être supérieur à P. Donc, les nombres, je peux dire supérieur ou égal, hein? Je peux aller supérieur ou égal pour respecter cette inéquation ici. N doit être supérieur ou égal à P. Mais seulement P doit être aussi supérieur ou égal à 1. Il faut comprendre comme ça. Alors, ici, l'arrangement de P à N doit être calculé par N factoriel divisé par N moins P factoriel. Alors, il faut comprendre aussi comment calculer le factoriel. On appelle factoriel les nombres définis de la manière suivante. N factoriel. N factoriel veut dire tout simplement N. Donc, j'écris ici N factoriel égale à N, les nombres N multipliés par. Sur ces nombres, j'enlève 1. N moins 1 multiplié par N moins 2 multiplié par N moins 3 multiplié par ainsi de suite. Mais seulement N doit être supérieur ou égal à 1. Donc nous avons notre formule pour calculer le factoriel d'un nombre.
Donc c'est comme ça que nous allons les calculer. Je donne un exemple. Je prends un exemple. Exemple. On me dit 5 factoriel, parce que nous allons partir petit à petit pour expliciter cette formule. 5 factoriel égale, 5 factoriel égale, je dis bien, n est égal à 5 ici. 5 factoriel égale à 5 multiplié par n moins 1. 5 moins 1, c'est 4. Multiplié par 5 moins 2, c'est 3. Donc, je descends tout simplement. 5, 4, 3. Donc, 5, 4, 3 multiplié par 2 multiplié par 1. Et ceci, si vous calculez ça, vous trouvez 120. Donc, ceci veut dire tout simplement 5 factoriel égale à 120. C'est comme ça qu'on calcule le factoriel. Je peux calculer aussi, je peux faire aussi par exemple 3 factoriel. 3 factoriel égale à 3 multiplié par 2 multiplié par 1. Ceci me donne 6. Donc, 3 factoriel égale à 6. Donc, dans nos équations que nous allons résoudre, peut-être dans notre cours de génie civil, si vous retrouvez le factoriel comme ça, calculez de cette manière. Calculez de cette manière et nous allons aboutir directement à la bonne réponse. Alors, je peux prendre maintenant, ça c'était l'exemple 1 par exemple. Je prends l'exemple 2. L'exemple 2, exemple 2. On me demande de calculer, trouver l'arrangement de 3 à 5. L'arrangement de 3 à 5. Vous allez voir, le premier chiffre, c'est P. Le deuxième, c'est N. N égale à 5. Alors, dans notre formule là-bas, nous aurons N, nous avons l'arrangement Pn égale à N, c'est le deuxième chiffre, c'est 5, sur N moins P. Donc, 5 moins 3 factoriel égale 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Sur 5 moins 2. 5 moins 2, moins 3, c'est 2. Donc, nous avons 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2 fois 1. 2 fois 1, c'est ça, 2 factoriel. Donc, nous avons 2 fois 1. Alors, ici, 5 factoriel, nous avons trouvé 120. Donc, ceci me donne 120 divisé par 2. Et je trouve 60. Donc, l'arrangement de 3 à 5 me donne 60. Donc, c'est comme ça que vous allez calculer les arrangements, quelle que soit la valeur que vous avez là. Alors, nous avons quelque chose comme remarque. Je peux le faire même ici, je peux le faire même là, comme remarque. Dans les calculs des arrangements comme ça, et des dénombrements, si vous vous retrouvez avec 0 factoriel, sachez très bien 0 factoriel égale à 1. 1 factoriel égale à 1. Donc, par convention, nous avons ces éléments ici. 0 factoriel égale à 1. 1 factoriel égale à 1. Donc, c'est comme ça. Alors, nous allons passer à un autre point, c'est la permutation. Donc, ici, on avait A comme arrangement. On passe au point B, qui est la permutation. B, nous avons la permutation. Voilà, la permutation. Donc, c'est le nombre des dénombrements pris P à P. Hein? Elle se note A, P, N, qui est égal, c'est l'arrangement en fait qu'on vient de faire. N factoriel sur N moins P. Factoriel. Ça, c'est l'arrangement. C'est un arrangement. Mais ça sera une permutation si P est égal à N. Ceci sera une permutation égale à une permutation si N égale à P. Voilà. Et ça se note P. Je prends par exemple. Je calcule l'arrangement. L'arrangement 3 à 5.
C'est l'exercice qu'on vient de faire. On avait dit c'était 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel. Et on avait trouvé 120 divisé par 2 et ça donnait 60. Donc l'arrangement de 3 à 5 me donne 60. Alors ici, pour que ceci soit une permutation, on me dit il faut que n soit égal à p. Alors si je prends, je me dis par exemple la permutation lorsque n égale à p et je prends une valeur par exemple de 5. Je prends une valeur de 5, cette permutation sera égale à A5, 5. Voilà. Égal, je vais remplir tout simplement. J'aurai 5 factoriel sur 5 moins 5 factoriel. Ceci me donne 5 sur 0 factoriel. Par convention, on a dit 0 factoriel égale à 1. 5 factoriel, donc ici j'aurai 0 factoriel c'est 1, j'aurai 5 factoriel. Vous allez voir que la permutation n'est rien d'autre que le factoriel de ces nombres-là. Hein? Ça sera le factoriel de ces nombres-là. Donc on veut dire, si on vous demande par exemple, on vous dit la permutation 5 égale à 5 factoriel. C'est la même chose. Permutation de 6 égale à 6 factoriel. Vous faites 6 fois 5 fois 4 fois, donc ainsi de suite. Donc là, nous avons la permutation. Donc je crois que c'est très bien compris. Je répète bien avant de passer. La permutation, c'est l'arrangement lorsque la valeur de n est égale à p. Là, nous faisons la permutation. Il y aura des exercices pratiques que nous allons envoyer et vous allez comprendre comment est-ce que ceci se passe. Alors, je suis là. Le point C, je prends la combinaison. C'est la combinaison. La combinaison. Par définition, donc combinaison. Par définition, on me dit, on appelle combinaison de m lettres, prise n. Donc nous avons la lettre m et la lettre n. Et m doit être inférieur ou égal à n. On dit tous les groupes de n lettres choisis parmi le m lettres. Vous allez voir aussi, donc, quelle que soit la définition, elle est un peu philosophique, je ne sais pas. On me dit, on appelle combinaison de m lettres, prise n, donc m inférieur ou égal à n, tous les groupes de n lettres choisis parmi le m lettres. Et cette combinaison de n et p ou n, m est notée par la combinaison. La lettre C, combinaison de p à n égale à n factoriel sur la permutation de n moins p factoriel. Donc là, nous avons la formule de la combinaison. Nous avons la formule de la combinaison. Alors, je peux prendre un exemple. Je prends un exemple. Exemple. On me demande de trouver la combinaison de 3 à 6. La combinaison de 3 à 6, comment calculer ça? Je suis tout simplement la formule. Donc, j'aurai n. On me dit n, m est inférieur ou égal à n. Alors, on me dit, cette combinaison ne sera rien d'autre que n factoriel. N factoriel, dans notre cas, n égale à 6. N égale à 6, P 3. Alors, nous avons n, c'est 6 factoriel, n factoriel, divisé par P factoriel, et puis n moins P factoriel. J'ai ceci. Alors, il faut voir maintenant P factoriel. Le P pour notre cas, ici, parce que je vais remplacer la lettre par de valeur. Pour notre cas, le P c'est 3. Hein? P égale à 3. Donc, je peux écrire 3 factoriel,
n moins 3, donc n moins p. Donc ici, j'aurai 6 moins 3 factoriel. Et là, je peux partir. 6 factoriel, nous avons 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Sur 3 factoriel, nous avons 3, fois 2, fois 1, multiplié par 6 moins 3, c'est 3. Factoriel encore, j'aurai 3, fois 2, fois 1. Donc, ceci peut tomber. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ici, je reste avec 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ici, j'ai 6. Et là aussi, j'aurai 6 fois 5 fois 4. Donc, j'aurai 120. Et cette valeur 120 divisé par 6, je trouve 20. Donc, je vois que la combinaison de 3 à 6 va me donner 20. Là, c'est une combinaison. Donc, c'est comme ça qu'on calcule la combinaison. Donc, la combinaison de P à N. De P à N, je pouvais écrire aussi la combinaison de M à N. Donc, vous allez comprendre que M ici, M c'est le P. M ou P doivent être inférieurs ou égal à N. Donc, c'est comme ça qu'on doit prendre ça. Alors, je prends P à N égale à N factoriel sur P factoriel, N moins P factoriel. Alors, en prenant le chiffre ou les valeurs qu'on nous a donné, la combinaison de 3 à 6 égale à 6 N factoriel, 6 factoriel sur 3 P factoriel, facteur de 6 moins 3 factoriel, et je trouve 120. Et là, nous avons trouvé notre résultat de l'exemple qui a été donné. Alors, si vous avez aussi, comme remarque, si vous avez aussi, on vous demande aussi, on vous dit la combinaison des zéros, ici P égale à 0, 0 à N, ceci me donne 1. Ceci me donne 1 sans problème. Comment est-ce que ça donne 1? La combinaison des 0 à N n'est rien d'autre que, respectez la formule, N pour les cas ici, N égale à N. N facteur de P factoriel. P c'est 0. 0 factoriel. Facteur de N moins P. N moins P. N moins 0 factoriel. Donc vous allez voir que vous avez N factoriel sur N factoriel. Et ceci vous donne 1. Pas de problème. Pas de problème. Nous sommes toujours dans les dénombrements. Et là, C, nous avons la combinaison. Alors, nous allons essayer de voir dans la résolution des binômes comment est-ce que nous pouvons utiliser la combinaison. Alors, je prends un exemple. Je me dis A plus B au carré égale. Vous connaissez très bien le développement, mais seulement, vous pouvez aussi le faire comme ça. Ceci égale à la combinaison des zéros. Commencez par 0. Des 0 à 2. Hein? Des 0 à 2. A exposant 0, exposant les 0 là, multiplié par B exposant 2. Voilà. 0 là, 2 sur B, plus la combinaison de 1 à 2, A exposant 1, A exposant 1, je maintiens toujours les deux. A exposant 1, B exposant l'exposant qui était là, moins 1, plus la combinaison de 2 à 2, A exposant 2, je monte, je suis parti des 0, 1, 2. Et puis du côté B, je suis en train de descendre. B exposant 2, moins 2. C'est comme ça. Alors, comment nous allons développer? Combinaison de 0 à 2. Je peux le faire rapidement même ici. Je le fais séparément en fait. Combinaison de 0 à 2 égale. Je sais très bien, vous maîtrisez très bien la formule. Donc ça c'est P, ici c'est P, ici nous avons N. La combinaison était N sur P factoriel, N moins P factoriel. C'était ça la formule de la combinaison. Alors ici, je peux trouver le N. N c'est 2, nous avons 2 factoriel
sur P. P c'est 0. 0 factoriel, facteur de n c'est 2. P c'est 0. Et j'aurai 2 factoriels sur 2 factoriels, ceci me donne 1. Donc, à ce niveau ici, cet élément me donne 1. Ici, cet élément me donne 1. Donc, j'aurai 1 multiplié par tout nombre exposant 0 donne 1. En mathématiques, on connaît très bien. Là, c'est 1 aussi, multiplié par B carré. Là, nous avons B carré. Plus la combinaison de 1 à 2. Je peux le faire encore. Combinaison de 1 à 2. Combinaison de 1 à 2 égale 1. C'est P, 2 c'est 1. Donc, j'aurai 2 factoriel sur 1 factoriel, 2 moins 1 factoriel. Donc, ici, j'aurai 2 factoriel sur 1 factoriel, 1 factoriel. Ici, j'aurai 2. 2, 1, 1. J'aurai 2. Donc, ici, cet élément me donne 2. 2 multiplié par A exposant 1, c'est A. B exposant 2 moins 1, donc c'est B. Plus la combinaison des 2 à 2. Ça va me donner combien? La combinaison de 2 à 2 me donne N. N c'est 2. Sur P c'est 2. N moins P factoriel. Donc je trouve 2 factoriels sur 2 factoriels. Ceci me donne 1. Alors cet élément ici me donne 1. Ça me donne 1 multiplié par A carré multiplié par B. 2 moins 2. Donc j'aurai B exposant 0, c'est 1. Donc vous allez comprendre maintenant que A plus B au carré me donne B carré. B carré, tout comme je peux commencer par A carré. Hein? On y va avec la progression bien sûr mathématique. A carré plus 2AB plus B carré. Et là, j'ai résolu mon truc sans problème. Donc, à l'aide de combinaisons. Donc, vous pouvez avoir ceci. Vous pouvez avoir, par exemple, A exposant, donc A plus B exposant 8, par exemple. Utilisez juste des combinaisons, vous allez trouver votre développement sans problème. Vous allez trouver votre développement sans problème. Quel que soit vous avez A moins B ou A plus B, vous aurez toujours à utiliser vos combinaisons et vous allez développer votre équation sans problème. Donc là, nous nous limitons par là, on se limite par là pour notre premier chapitre. Je crois que le chapitre est un peu kilométrique, mais on essaye toutefois d'éviter des vidéos qui sont un peu longues. Alors ici, on se pose, la situation s'impose, on n'a pas voulu couper la vidéo en deux, mais seulement on a voulu faire juste une vidéo pour terminer tout un chapitre. On est à la fin, on est arrivé jusqu'à la fin, on est presque à la fin de notre premier chapitre qui était l'analyse combinatoire. On a pu aborder certains éléments qui étaient à l'intérieur, certains points qui étaient à l'intérieur. Je crois que vous l'avez suivi très bien et vous l'avez suivi très attentivement. Je vous demande de télécharger la vidéo, suivez attentivement les cours et vous allez résoudre aux exercices qui sont en bas. Donc après la vidéo, vous allez voir des exercices qui sont affichés d'ailleurs. Je suis en train de parler, les exercices sont affichés. Résolvez les exercices un par un et les exercices vous seront envoyés bien sûr dans le groupe WhatsApp. Résolvez, envoyez vos résolutions dans le groupe WhatsApp. On va discuter ensemble. Suivez-nous pas à pas jusqu'à la fin et vous allez comprendre la réalité de ce que nous sommes en train de faire. Et surtout lorsque nous aurons abordé nos cours de génie civil, vous allez comprendre l'importance de tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est votre formateur Gustave Siani qui vous remercie encore une fois de plus. Abonnez-vous massivement sur Gust Tutoriel et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo.